Tout ce qui est en général le travail de pré-production, donc qui va être du domaine de la recherche documentaire, dramaturgique ou de dossier de subvention, il n'est quasiment jamais rémunéré. En fait, il y a deux choses qui sont un peu différentes. Il y a le travail invisible et le travail gratuit. C'est-à-dire que des fois, par exemple, les répétitions, elles ne sont pas invisibles, on sait, mais elles peuvent être gratuites, c'est-à-dire qu'on ne les rémunère pas. Ça, c'est une chose. Et il y a une lutte à faire pour reconnaître ce travail qui est gratuit. Et c'est normal parce que le secteur est sous-financé là, dans le domaine public. Du coup, on a une petite enveloppe et on ne rémunère pas tout, on ne rémunère que certaines choses. Et il y a le travail invisible. Là, ça devient complexe, la question de est-ce qu'on valorise ou pas. Parce qu'on sait quoi le travail invisible. Par exemple, quand on va voir un spectacle, est-ce qu'on travaille? Enfin oui, j'en ai besoin en fait pour faire mon métier, d'aller voir des pièces de théâtre. Les répétitions, les castings, les préparations, les dossiers, imprimer toutes les demandes qu'on fait, prouver qu'on machin, garder tous les trucs pour prouver qu'on travaille. En fait, c'est comme si on nous demandait de faire de travailler 2 fois plus. C'est des dossiers de 60 pages avec des vadémécums de 80 pages, ou alors on te demande des financements, des trucs, des machins, tu dois démarcher des théâtres, et tout ça. C'est toi qui le fais et t'es pas du tout payé pour ça et tu vas pas être payé puisque c'est pour ton projet que tu le fais. Je trouve que ça participe aussi à un imaginaire collectif sur nos métiers de tu joues et puis voilà, t'es payé, tu t'en vas. Enfin non, en fait c'est du travail en amont. Donc c'est exactement un peu ce que disait Baptiste au début de la discussion, dans cette idée bohème de dire oui mais c'est ta passion, t'as pas besoin de machin. Et donc en fait, moi je passe ma vie à travailler de manière gratuite. Ce que je fais principalement n'est pas rémunéré. Les premières années, quand on fait notre chômage, on accepte tous et toutes tout et n'importe quoi pour pouvoir amasser le nombre de jours nécessaires. Et on n'a pas tellement le choix. Et on ne peut pas tellement se permettre face à un employeur qui nous dit il y a en fait 5 jours de travail, mais il n'y en a que 2 sous contrat. C'est 2 jours de contrat et on dit... Dire, mais en fait, c'est pas possible. Parce que quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 35 ans, quand j'aurai 40 ans, je peux pas toujours compter sur ce vivotage. Mais sans vouloir me projeter, mais je dis, mais la retraite, mais comment je vais faire pour la retraite? Comment je vais faire quand je serai vieille? J'en vois des actrices qui sont plus âgées, qui galèrent, et là, d'un coup, le Covid, moi, m'a fait prendre un coup de vieux aussi dans ma pratique, parce que d'un coup, tu te dis, attends, oui, d'accord, là, ça s'arrête parce qu'il y a Covid, mais le vivotage, c'est pas possible. La charge mentale que c'est de vivoter, c'est pas possible. Le problème n'est pas qu'avec la culture qu'on avait envie de dire, mais en fait, il y a aussi les autres discontinus, les autres travailleuses discontinus, voir quel lien on pourrait avoir. C'est clair que l'intermittence, elle n'est pas propre à notre domaine. Il y a des pans entiers de la société qui sont dans les mêmes conditions de travail que les intermittents du spectacle. Donc c'est pour ça que nous défendons une idée aussi plus large. Il faudrait une réflexion qui englobe tout le travail intermittent dans notre société. Je me demande dans quelle mesure on n'est pas en train d'assister à l'émergence d'un nouveau modèle de fonctionnement dans le monde du travail, à une transformation radicale du monde du travail qui est à mon avis très dangereuse. Si je prends les systèmes de transport vélo par exemple, Uber et compagnie, Deliveroo et compagnie, on retrouve des situations assez similaires avec le secteur diffus de la culture où des travailleurs seuls doivent vendre leur force de travail face à un patron qui finalement a toutes les clés. Il faut une réflexion générale par rapport à ça, pas uniquement dans le secteur des arts. Et moi je crois aussi que c'est pour ça que j'ai rejoint Métal, c'est un truc d'intelligence collective, de me sortir de mon marasme et de mes trucs de comment je fais, et de me dire ok il y a d'autres réalités, et ok il y a des gens qui ont réfléchi à des questions, et comment on réfléchit ensemble. Je pense que c'est très difficile au sein d'équipes de revendiquer de meilleures conditions de travail, parce que comme on travaille spectacle par spectacle, le risque que dans une équipe on soit un peu le syndicaliste de service, il y a beaucoup de chances que sur le prochain spectacle ça ne se passe pas très bien, voire ça ne se passe pas du tout. En soi, le syndicat, je pense que c'est nécessaire, et je pense même que ça serait indispensable, justement parce que ça permet que tout le monde se solidarise. Je pense qu'il y a un truc corporatiste en fait, si on est dans un syndicat, on va pas vraiment défendre mes droits, on ne connaît pas mes spécificités. Mais c'est aussi un énorme taf, je pense, pour les syndicats. Je pense aussi qu'il y a des spécificités
qui sont propres à nos métiers et qui ne sont pas assez pris en charge par les syndicats. On s'est rendu compte l'année dernière, en créant cette plateforme CSC Culture, qu'il y avait un fossé énorme entre les travailleurs des arts et les organisations syndicales. Et quelque part, on a oublié le caractère revendicatif, le caractère action sociale que nous devions avoir. En fait, je pense qu'ils ont très très peur, et c'est légitime, que cette réforme, que en fait prendre en charge la spécificité du travailleur des arts, ça niquera tous les autres. Ça va desservir le chômage général, ça va desservir, et c'est des vraies peurs. Mais du coup, ils se contentent un petit peu de ça. On est plutôt dans des logiques interprofessionnelles, donc on est plutôt dans les règles générales, comme je le disais tout à l'heure, que dans des règles dérogatoires. On est plutôt dans la force du grand nombre par rapport au particularisme. Et donc on a des difficultés à appréhender et à porter finalement les revendications d'un secteur comme la culture. C'est que la rémunération n'est pas une rémunération à temps plein, et il y a très très peu de gens qui travaillent en CDI en fait. C'est pas du tout un modèle qui est répandu dans le secteur artistique, là où effectivement les syndicats sont plutôt dans de la défense d'un emploi de qualité, d'un emploi en CDI à temps plein. C'est que j'ai l'impression que pour tous les précaires qui sont très très présents dans notre métier, c'est ces gens-là qui ne sont pas dans les syndicats. Parce qu'effectivement, ils sont à la ramasse, mais en même temps, ils ne sont pas connectés à cette partie-là du secteur. Donc bon, c'est aussi un peu... Le problème des élections sociales, c'est qu'elles ne sont pas organisées pour des petites structures. Donc actuellement, il y a quand même un seuil de 50 travailleurs. Pour avoir des élections sociales et pour avoir un CPPT, il faut 50 travailleurs. En dessous de 50 travailleurs, il n'y a pas d'élection sociale. Et donc, quel artiste aujourd'hui, à part les grosses institutions, quel artiste peut dire qu'il travaille de manière régulière dans une institution où il y a 50 travailleurs? Et donc ils sont exclus d'office. Il n'y a pas que, il y a plein de secteurs maintenant qui de plus en plus sont en dehors des élections sociales parce qu'il y a plus de PME, il y a plus de très petites entreprises, il y a des grosses boîtes qui se sont éclatées, il y en a aussi qui choisissent bien le fait de ne pas dépasser les 50 travailleurs pour ne pas avoir les élections. Pour moi, il y a aussi la question de mais est-ce qu'on peut obtenir des choses si on ne se bat que pour nous? Ouais. Est-ce qu'on va tous se battre pour notre petit secteur? Enfin, je veux dire, c'est toujours un peu... Il y a une idéologie aussi de nous faire croire qu'on est bien structuré et qu'en fait, c'est chacun pour sa pomme. En tout cas, je ne vois pas comment notre secteur pourrait créer un rapport de force à lui tout seul. Qu'il soit considéré comme des travailleurs comme les autres et qu'il se considère comme des travailleurs comme les autres. L'apport du travailleur des arts pour dépoussiérer la boutique, ça serait vraiment fondamental, quoi. Donc ce serait vraiment un souffle qui pourrait ranimer un certain nombre de luttes, un certain nombre d'idéologies que quelque part on a peu laissé de côté. Et donc oui, non, on n'est pas assez combatif et oui, on gagnerait à faire front commun avec d'autres secteurs, mais j'ai l'impression que c'est très difficile. Enfin, j'ai l'impression, par exemple, avec la santé en lutte, ils ont beaucoup essayé de tenter de fédérer d'autres secteurs, et pourtant s'il y avait un des secteurs où on se dit en ce moment ça peut fédérer, on peut se rallier derrière, c'est celui-là, et j'ai l'impression que c'est hyper dur, et voilà, donc oui, je crois qu'il faudrait qu'on le fasse, et qu'on a en plus intérêt, par exemple sur le secteur des biens communs et de services publics, à avoir des alliances de défense du service public le plus large possible, et non seulement de défense, mais d'aller en reconquérir.